la fonction publique? Alors, la notion d'imputabilité au service, elle est d'accident de service, et des autres notions, elles ont pour objectif de permettre l'octroi de l'imputabilité au service d'une lésion ou d'un accident, l'octroi d'un congé imputable au service, l'octroi d'une allocation, le cas échéant, temporaire d'invalidité, et troisièmement, d'une rente viagère d'invalidité. Donc, une fois que je reconnais l'imputabilité au service d'une lésion ou d'une pathologie, les conséquences sont nombreuses. Et puis, dernièrement, on a une nouvelle introduction qui est la possibilité pour les agents qui ont une pathologie qui est reconnue imputable au service avec des conséquences, de demander des dommages et intérêts sous la forme d'une indemnité, donc un contentieux. Ils demandent des dommages et intérêts supplémentaires. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, dans la mesure où ce sont des décisions qui sont indépendantes. Et tous ces droits, comment est-ce qu'ils sont financés? Alors, le financement dépend de la nature des droits, et l'employeur déjà est ce qu'on appelle en auto-assurance pour tout ce qui va être la prise en charge des congés et des frais qui sont rendus nécessaires par les conséquences de l'accident. Donc, on a une auto-assurance de l'employeur qui finance seul son risque. Par contre, pour tout ce qui va être ATI et rente viagère, là, on a un financement d'une part agent et employeur. Donc, sur l'ATI, un financement 100% employeur en fonction du versant de la fonction publique et du service qui s'en occupe. Et pour la rente viagère est un accessoire de pension. Étant un accessoire de pension, c'est dans la cotisation qui retraite qu'on va retrouver cette prise en charge des conséquences d'une pension d'invalidité. Est-ce que vous pouvez du coup nous dire qui va décider de l'octroi d'un CITIS, de l'ATI ou de la rente? Alors, de manière par conséquent, lorsque, comme les décisions sont prises par des individus, sont financées de manière différente, les décisions sont prises aussi de manière différente. Pour l'ATI ou la rente viagère, c'est les différents services de retraite qui vont prendre en charge et décider de la prise en charge de l'ATI ou de la rente viagère. Par contre, sur la reconnaissance de l'imputabilité au service, c'est l'employeur qui prend la décision sous sa seule responsabilité, même s'il est aidé, le cas échéant, par différents intervenants qu'on verra dans la procédure. Et enfin, la réparation indemnitaire, qui est nouvelle, c'est l'employeur qui décide, le cas échéant, d'octroyer des dommages et intérêts sous le contrôle ou sous la pression, entre guillemets, du juge administratif, lorsque l'agent éventuellement fait un recours. Et du coup, c'est une responsabilité assez importante de l'employeur qui leur est donné. Oui. En effet, Karine, vous avez raison, c'est un élément très important, une grosse responsabilité de l'employeur public. Et d'ailleurs, on a un contentieux, un des moyens d'annulation des décisions, c'est ce qu'on appelle l'incompétence négative. C'est-à-dire que lorsque l'employeur méconnaît sa propre compétence en matière décisionnelle, c'est un motif d'annulation par le juge administratif de la décision qui est prise. S'il se sent lié par une instance, par exemple par l'avis de la commission de réforme, le juge annulera, en plus c'est un moyen d'ordre public, la décision de l'employeur sur ce seul motif. Alors c'est une décision grave aussi, parce que grave au sens important,
parce que derrière, les conséquences de l'abus ne sont pas des moindres. Est-ce qu'il y a une différence avec le régime général? Alors, oui, il y a une grosse différence avec le régime général. Il y en a deux principales. La première, c'est que au régime général, c'est une entité extérieure qui vient, ce qu'on appelle prendre en charge l'accident ou la maladie, et qui a une décision qui est indépendante de l'employeur, qu'il peut par ailleurs contester. Il y a tout un contentieux sur la question, mais ça reste une entité extérieure. Deuxième conséquence qui est importante, c'est le lien qu'il y a entre d'un côté la prise en charge et de l'autre côté les réparations. C'est-à-dire qu'au régime général, une fois que j'ai une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, si je suis affilié à la CEPAM, et bien derrière, il y aura automatiquement, s'il y a un taux d'IPP, une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, et si je fais un contentieux de ce qu'on appelle la faute inexcusable, la possibilité de demander une majoration de rente sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur. Alors, dans la fonction publique, comme je vous l'ai dit, d'une part, c'est l'employeur qui décide tout seul, tout seul, qui a la compétence pour décider, c'est-à-dire que c'est lui qui doit assumer la prise de décision sans se sentir lié. Il va, bien entendu, pour céder, le cas échéant, recueillir des avis du comité de la commission de réforme et du médecin agréé, le cas échéant, mais sa décision de refus, c'est la sienne, qui doit, ce que je dis en conseil avec mes clients, vous devez prendre votre décision avec vos tripes, y croire, parce que vous allez devoir la motiver sérieusement. Donc, deuxièmement, dans la fonction publique, ce sont des décisions, je l'ai dit, indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un employeur qui reconnaît l'imputabilité au service et une CNRACL qui refuse l'ATI ou la rente viagère. Et inversement, on a des contentieux juste sur la rente viagère, alors qu'il n'y a pas eu de reconnaissance d'imputabilité initiale. On peut aussi avoir un contentieux indemnitaire indépendant aussi d'un refus d'imputabilité. Un agent fait une demande de reconnaissance d'imputabilité, l'employeur refuse par une décision formalisée avec les voies et délais de recours la décision. L'agent ne fait pas de recours dans les délais qui sont les délais des voies et délais de recours, 2 mois suivant la date de notification de la décision. Il a malgré tout 5 ans pour faire un contentieux indemnitaire du fait des conséquences de l'accident ou de la pathologie et des préjudices qu'il aura subis. Du coup, le fonctionnaire en activité, lui, il a le droit à un congé? Alors, c'est pas tout à fait ça. La réglementation, le nouvel article 21 bis de la loi 83-634 introduit par l'ordonnance de 2017 est rédigé de manière assez claire, à mon sens. C'est que l'accident de service, de trajet ou de maladie contractée en service, la qualification de la reconnaissance de l'imputabilité d'une invalidité temporaire liée à une de ces lésions ou pathologies permet à l'agent d'obtenir un congé pour un été temporaire imputable au service. Si je traduis, on a 2 étapes. La première étape, c'est la question de l'imputabilité, des conséquences d'un accident, de service, de trajet, ou l'imputabilité d'une maladie contractée en service. Et la deuxième étape, c'est une éventuelle invalidité temporaire imputable au service, qui est la conséquence de cette lésion. Donc en fait, l'employeur, ce qui reconnaît imputable, c'est pas tant la lésion, c'est pas tant l'accident que la lésion qui serait consécutive à l'accident, dans le cas de l'accident de service par exemple. Donc on va avoir un double questionnement, et puis ensuite on aura la question de la gestion du CITIS, bien entendu, qu'on abordera. Voilà, ça va demander quelques précisions justement sur ce sujet du CITIS. Avec plaisir, Karine. Alors, comme on l'a annoncé, on va se concentrer aujourd'hui sur la notion d'accident de service. Alors, la notion d'accident de service,
la procédure a pour objectif de répondre à deux questions, hein, finalement. La première question, c'est la qualification d'accident de service. Donc, est-ce qu'on est face à un événement qui peut être qualifié d'accident? Et deuxièmement, est-ce que ça peut être qualifié d'accident de service? Alors, on va venir, il y a une présomption qui a été introduite, mais qui, à mon sens, ne change pas trop les choses en matière de procédure. La première question, elle est là. Alors, la deuxième question, c'est l'appréciation du lien entre l'accident et la lésion de l'agent et l'éventuelle incapacité temporaire de l'agent à exercer ses fonctions. Donc, là, on va avoir une partie entre guillemets médicale. Hein, c'est je suis tombé dans les escaliers, alors que je transportais un dossier, je suis face à quelque chose qui semble être un accident de service, mais je me rends compte que les lésions qui sont consécutives à cet accident, en fait, ne sont pas liées à l'accident. Je prends souvent l'exemple de l'épilepsie. J'ai une crise d'épilepsie en service, je tombe, j'ai bien un accident de service, l'éventuelle foulure que j'ai, elle est imputable. Par contre, l'épilepsie ne l'est pas, puisque c'est la cause de l'événement. Donc, c'est ces questions-là qu'on va devoir se poser. Un, on qualifie l'événement. Deux, eh bien, on qualifie le lien entre l'événement et la lésion dont l'agent demande la reconnaissance. Voilà, on est en plein dans le cœur du sujet. Alors, est-ce que ça veut dire que un événement pourrait être qualifié d'accident de service, mais que la lésion ne soit pas reconnue imputable? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que finalement, comme je le disais, ce qu'on reconnaît comme accident de service, c'est l'imputabilité de la lésion. Donc, en fait, le fait qu'un événement ne soit pas qualifié d'accident de service entraîne par définition la possibilité pour l'employeur, après la procédure bien entendu, de refuser de reconnaître l'imputabilité de la lésion ou de la pathologie dont l'agent demande la reconnaissance. Par contre, comme je le disais, on peut avoir un événement qui, lui, n'est pas à l'origine de la lésion. Enfin, et c'est là où il faut faire très attention, et on aura un médecin agréé normalement dans les prochaines sessions, et je lui poserai la question, je lui demanderai de lui expliquer cette notion-là. On a la question d'un événement qui va entraîner une décompensation d'un état latent. Alors, une décompensation, c'est quoi? C'est que on a une personne qui a une pathologie qui existe, mais qui n'est pas identifiée parce que la personne a une posture qui vient compenser la douleur et la pathologie en tant que telle. J'ai un début d'hernie discale qui est là, mais qui n'est pas ressenti par l'agent parce que il se positionne de manière… Et à l'occasion du service, il manipule un patient, il transporte quelque chose de lourd, il a un événement, cet équilibre est déséquilibré. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça une décompensation. Et là, ça sera imputable au service à partir du moment, bien entendu, où on a un événement qui peut être qualifié comme tel. Alors, si on parle un peu procédure maintenant, comment va démarrer la procédure de reconnaissance de l'imputabilité? Alors, la question de la procédure, elle commence par une question de recevabilité. Ça, c'est nouveau. La question de la recevabilité, ça a été introduit récemment par les différents décrets. On a deux éléments qui permettent de se positionner sur la recevabilité. Premièrement, c'est le caractère complet d'une demande. Le caractère complet d'une demande, c'est deux choses. D'abord, une déclaration d'accident. Donc, on a un formulaire qui a été fait par la DGFP qui n'est pas obligatoire, hein, qu'on peut compléter et qui va être communiqué par l'employeur à la demande de l'agent. Donc, c'est là, l'agent, il va dire, voilà, il s'est passé ceci, cela, j'étais dans l'escalier, je suis tombé, j'ai glissé, j'ai été agressé par un usager. Deuxième élément du caractère complet de la demande, c'est bien sûr un certificat médical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'imputabilité sans lésion. Alors, on peut avoir une sorte de registre des événements indésirables quand il y a une chute ou autre, ne serait-ce qu'en matière de sécurité et santé au travail.
Mais par contre, un agent qui fait une déclaration qui ne comporte qu'un formulaire, mais sans constat de lésion, eh bien, on n'a pas besoin de se positionner sur l'imputabilité au service de la lésion. Alors, deuxième cas d'irrecevabilité, c'est la question des délais. Oui, Karine, en effet. Il y a une introduction d'un délai pour faire une déclaration, ça c'est beau. Alors là, encore une fois, on n'est que sur l'accident de service. On verra que pour l'accident de trajet, c'est pareil. Pour la maladie, c'est d'autres délais qui sont copiés du régime général de la sécurité sociale. Là, c'est un délai un peu incongru qui n'est pas lié à la sécurité sociale. Il y a eu tout un débat, d'ailleurs, dans les décrets pour introduire ce délai. C'est 15 jours à compter de la date de l'accident. Alors, le texte, quand on le lit clairement, il faut faire une demande complète dans les 15 jours à compter de la date de l'accident. Je chute dans les escaliers, j'ai 15 jours pour communiquer mon formulaire et mon certificat médical. Alors, il y a une exception à ce délai, c'est si d'aventure j'ai un événement et que j'ai le constat d'une pathologie dans les 2 ans suivant la date de l'événement, auquel cas là, j'ai 15 jours à compter de la date de l'événement. Par contre, se posera nécessairement dans ce cas-là la question du lien entre l'événement et la preuve de l'existence de l'événement et de l'autre côté, la lésion. Donc, ça, c'est une exception qui, à mon sens, va éventuellement avoir quelques problématiques de mise en œuvre. Le texte est assez brut maintenant, et d'ailleurs c'est différent du régime général. Lorsqu'il y a une déclaration hors délai, décision de rejet. On prend une décision de refus. Donc, si je fais un rapide schéma, déclaration hors délai, donc un événement qui a lieu de plus de 15 jours, la personne envoie son certificat médical et son formulaire hors délai. Bon, on peut faire une décision de rejet motivée par le caractère tardif de la déclaration. Alors attention, ce refus-là n'empêchera pas, comme je le disais, éventuellement un recours indemnitaire derrière, puisqu'on a une appréciation de plus en plus large du juge administratif. Si la demande est complète et qu'elle est dans les délais, eh bien on va pouvoir aller vers l'étude du dossier. Si la demande est incomplète, on va pouvoir faire une demande de régularisation avec un rappel des délais et en absence de régularisation. Si la régularisation prend et s'il n'y a pas de régularisation, on va pouvoir soit faire une décision au rejet, soit moi je préfère conseiller au client de faire un constat d'abandon parce que finalement, c'est l'agent qui décide de ne pas faire suite à cette demande de relance, à cette déclaration. Alors, cette étude du dossier, comment elle se déroule ? Alors, l'étude du dossier se fait en 2 étapes. La première étape, c'est donc, comme je le disais, qualifier l'événement d'accident de service. Et la deuxième étape, c'est vérifier le lien avec l'accident qui a été présumé, qui a été qualifié comme tel. Si l'événement n'est pas reconnu comme accident, de facto, on pourra refuser, bien entendu en suivant la procédure. Et on peut aussi avoir, comme je le disais, un événement avec des lésions qui ne sont pas la connaissance de cet accident. Donc, dans la procédure, on a ces 2 questions à se poser. D'accord. Donc, ce que vous nous dites là, c'est que finalement, il y a vraiment 2 questions à se poser à chaque fois qu'on est sur un dossier. C'est est-ce qu'il y a eu un accident de service, la première, et la deuxième, c'est est-ce que la lésion de l'agent est imputable, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, Karine. Qualification, puis lien avec le service. Alors, en ce qui concerne la qualification de l'accident, on a une définition donc introduite par la loi, par l'ordonnance de 2017. Avant, c'était une définition jurisprudentielle et force est de constater que le réglementateur a repris la définition du juge administratif. Je voyais mal comment il pouvait faire autrement sans chagriner le Conseil d'État qui
travaille sur la question depuis une centaine d'années. La seule différence, même si on allait vers ça dans la jurisprudence, c'est la qualification de l'introduction d'une notion de présomption, est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Alors, la notion de normalité va très certainement donner lieu à quelques jurisprudences, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Donc, on a là, en fait, les outils qu'on va pouvoir, les motifs qu'on va pouvoir utiliser pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident. Absence de faute personnelle, alors on reviendra à cette notion-là, ou toute autre circonstance. Alors, circonstance matérielle ou médicale. Attention, c'est pas, quand on parle de circonstance, c'est de manière générale détachant l'accident du service. Donc, une lésion qui n'est pas liée à l'événement, c'est une circonstance particulière. Et puis après, on va voir la question éventuellement du comportement de l'agent. Donc, à mon sens, du fait de la jurisprudence récente, on n'a pas de gros changements. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de s'appuyer sur les jurisprudences existantes pour se positionner et prendre la décision de reconnaissance de l'imputabilité au service ou bien entendu aider les comités médicaux de la commission. Là, vous nous parlez de présomption, Florent. Est-ce que c'est automatique? Alors, non. Pour qu'il y ait présomption, et on le verra aussi d'ailleurs en termes de maladies professionnelles, et l'intervention du médecin agréé sur cette question sera très importante, mais il y a quand même que les conditions à remplir pour la présomption, que la présomption soit validée. D'abord, il faut l'existence d'un événement. Ça, c'est une nouvelle question que va se poser le juge, c'est l'existence de l'événement afin de pouvoir qualifier. Jusqu'à présent, avant l'ordonnance, le juge avait une définition large en disant que l'employeur devait se poser la question de l'imputabilité au service de la lésion ou de la pathologie. Là, l'employeur il va devoir se poser la question de l'accident de service, de la maladie. Donc, on a cette notion d'événement qui est nouvelle. Et puis après, il y a le temps, le lieu, l'exercice ou l'occasion d'exercice, l'absence de faute personnelle ou l'absence de toute autre circonstance. Donc, si vous voulez, si toutes ces questions sont remplies, toutes ces conditions sont remplies, il y a une présomption qui est quasiment irréfragable. Mais en même temps, ça me paraît couler de source. C'est-à-dire que même sans l'introduction de cette notion de présomption, si ces conditions-là étaient remplies, c'était clairement imputable au service. Je crois que vous avez un schéma très bien fait et très clair sur la procédure. Est-ce que vous pouvez nous le dérouler et le commenter? C'est gentil, Karine. J'ai essayé de faire quelque chose de complet en effet, qui reprend la réglementation. Donc, première étape de la procédure, c'est de l'étude du dossier. Alors, on va le voir, l'étude du dossier, l'employeur, il a quand même quelques outils. S'il n'y a aucun doute sur l'imputabilité au service, je suis dans les escaliers, je transporte un dossier, je tombe dans les escaliers, je me fais une fracture du poignet, il n'y a aucun débat sur la notion d'accident, sur la qualification d'accident et deuxièmement sur le lien entre la chute et la foulure du poignet. Donc là, l'employeur, il peut, et je l'invite d'ailleurs, à reconnaître directement l'imputabilité au service de la lésion. C'est-à-dire qu'encore une fois, par contre, ce qui est important, c'est d'identifier la lésion. Parce que ce que je reconnais imputable, c'est l'invalidité temporaire qui est liée à la lésion. Donc, il se peut des fois que j'ai plusieurs lésions dans un événement, que certaines soient les conséquences de l'événement et que d'autres ne le soient pas. Et du coup, si je reconnais de manière générale que c'est un accident de service, eh bien, il y aura peut-être des débats plus tard sur la prolongation du congé, sur la prise en charge des frais, sachant qu'en matière d'imputabilité, il n'y a pas sur la lésion en tant que telle de secret médical, il y en a sur des éventuels motifs qui sont liés à d'autres pathologies qui seraient à l'origine de l'événement. Si l'employeur a un doute, on a deux types de doutes. On a le premier doute, c'est le doute médical. Donc,
on se dit, est-ce que c'est cet événement qui est à l'origine de la lésion? Et dans ce cas-là, l'employeur a la possibilité de faire appel à un médecin agréé. Alors, le nouveau texte nous parle de médecin agréé. À mon sens, quand il y a un doute, c'est qu'on a peut-être besoin d'un expert, hein, puisque le doute est présent. Deuxième type de doute, c'est le doute matériel. Donc, c'est le doute matériel qui peut naître soit de l'existence ou de la qualification de l'événement. Est-ce que finalement c'est un accident de service? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un événement? Et ça, c'est une nouvelle question, comme je le disais, qui est en train de pointer en matière d'imputabilité et qui n'est pas sans lien avec un grave mal qui sévit dans la fonction publique, qui est la dépression. On verra sur la partie maladie contractée en service, l'utilisation de l'accident de service comme outil de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une dépression. On verra cette question-là à ce moment-là. Donc, si le doute est élevé, on fait une décision de reconnaissance. Si le doute est maintenu, eh bien dans ce cas-là, on est obligé de saisir la commission de réforme, et on y reviendra en matière de procédure. Le médecin de prévention doit être, ou du travail, doit être informé de la date et du motif de la saisine de la commission de réforme, qui va rendre un avis. Un avis, encore une fois, qui ne lie pas l'employeur, et l'employeur va ensuite pouvoir prendre une décision de reconnaissance ou de refus, décision de reconnaissance ou de refus qui devra être motivée. J'ai deux questions qui viennent sur votre schéma. Qu'est-ce qui saisit le médecin agréé? Et est-ce que c'est lui qui se prononce sur l'imputabilité? Alors, je vais profiter pour revenir un petit peu sur ces différentes étapes, parce que elles sont importantes. D'abord, juste sur l'enquête administrative, l'employeur il va établir la matérialité des faits, ce qui permettra ensuite, éventuellement, de motiver un refus. Sur la compétence du médecin agréé, le médecin agréé ne se prononce pas vraiment sur l'imputabilité, mais il se prononce sur les circonstances médicales qui pourraient détacher l'accident du service, enfin plutôt la lésion consécutive à l'événement du service. Donc on est plutôt sur cette notion-là. Et enfin, la commission de réforme, donc le médecin agréé, pardon pour répondre à votre question, c'est l'employeur qui décide de le saisir. C'est lui qui est pilote dans cette procédure, c'est lui qui est pilote de la décision. Il va saisir le comité, le médecin agréé, quand il a un doute médical. Et ensuite, il va saisir la commission de réforme parce que lorsqu'il a il tend vers un refus d'imputabilité, c'est un motif de saisine de la commission de réforme qui est en fait un motif de refus. Et d'ailleurs, dans la saisine de la commission de réforme, on retrouve le cas des circonstances particulières qui est la même que celle qui justifie la saisine du médecin agréé. Du coup, la commission de réforme n'est pas saisie automatiquement, c'est ça? C'est ça, elle n'est pas saisie automatiquement. Par contre, elle doit être saisie avant tout refus. Le texte peut prêter à confusion. Le texte nous dit qu'on saisit la commission de réforme lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service. C'est-à-dire exactement les motifs de refus d'imputabilité au service. Donc, finalement, on est dans la même situation qu'avant. Un refus doit être précédé de l'avis de la commission de réforme, et ce sera un motif, bien entendu, on verra, d'annulation de la décision finale. C'est une procédure et donc des décisions qui paraissent assez longues. Est-ce qu'il y a des délais prévus? Alors, oui, là aussi, en conséquence d'une jurisprudence de mars 2018 sur la question, on a dans les décrets introduit des délais pour pouvoir prendre une décision. Alors, on reste sur le principe que le silence vaut refus. Un refus de reconnaissance, au final, implicite, vaudra refus.
Simplement, donc en matière d'accident de service, alors là, attention, parce que les délais sont différents en fonction du motif et de la procédure, on a dans un premier temps, l'employeur a 1 mois pour se prononcer sur l'imputabilité des conséquences d'un accident. Ce délai peut être allongé dans le cas où il y a une enquête administrative ou saisine du médecin gré ou de la commission de réforme. Et là, dans ce cas-là, il y a une prolongation de 3 mois possible et il y a une information de l'agent. Il écrire un courrier en lui indiquant, voilà, j'ai bien reçu votre demande de reconnaissance d'imputabilité. J'ai besoin d'éléments complémentaires, de mener une enquête administrative ou autre. Par conséquent, je vous informe que la durée de la procédure est rallongée de 3 mois. Donc 3 plus 1 égale 4. Et du coup, au bout de 4 mois, normalement, l'employeur doit avoir pris sa décision. Alors, s'il ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une reconnaissance implicite, encore une fois. Ça a un impact simplement sur la position statutaire de l'agent, c'est-à-dire que lorsque on est arrivé à 4 mois, l'employeur va devoir prendre une décision provisoire. Si vous allez sur le site du cabinet, j'avais écrit un article à la suite de la jurisprudence de 2018 sur la question, qui était assez cocasse, parce que finalement, l'agent y a fait un recours. Le juge a dit oui, il fallait le maintenir en congé spécial de maladie ordinaire à l'époque à plein traitement, mais au final, comme ça n'a pas été reconnu imputable, l'agent doit rembourser. Donc, c'est la dette annule l'autre. Donc, l'employeur, il va devoir prendre une décision provisoire, justifiée par le fait que la décision n'a pas été prise, au-delà de 4 mois de CITIS, si d'aventure il y a une incapacité temporaire de travail. Bien sûr, si l'agent n'a pas d'arrêt parce qu'il a une lésion sans incapacité temporaire de travail, il n'y a pas besoin de prendre ce genre de décision. Ce n'est pas une décision de reconnaissance temporaire de l'imputabilité. C'est juste une décision de position statutaire CITIS provisoire dans l'attente d'arriver à la fin de la procédure. Alors, par contre, à la fin de la procédure, lorsqu'il y a la décision qui est prise, si d'aventure c'est une reconnaissance, bon, on requalifie toute la période et ça ne change pas grand-chose pour l'agent, si ce n'est éventuel rattrapage de rémunération. Là où ça pousse plus de problèmes, c'est si finalement on refuse. Parce que si finalement on refuse, eh bien, il va falloir demander à l'agent de rembourser, avec toutes les conséquences techniques et pratiques qu'il peut y avoir derrière, que ce soit sous à rembourser, les relations avec la mutuelle le cas échéant, les impôts et autres. À ce titre, j'invite vraiment les employeurs, lorsqu'ils prennent une décision provisoire, de l'accompagner d'un courrier d'information à l'agent pour lui expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, et puis derrière l'informer qu'il va devoir éventuellement rembourser les sommes qui ont été perçues. Voilà, vous parlez de refus. Quels sont les motifs que l'employeur peut invoquer pour refuser l'imputabilité? Alors, les motifs qu'il va pouvoir invoquer aujourd'hui, je vous l'ai dit déjà, c'est la qualification, voire même déjà dans un premier temps, l'existence matérielle de l'événement. C'est un contrôle qui est étendu. On a des jurisprudences assez récentes sur la question, et c'est ce qui est contrôlé par le juge. Y a-t-il un événement? Et du coup, comme je vous le disais, on se retrouve à se poser de nouvelles questions qu'on ne se posait pas tellement avant devant le juge administratif. C'est-à-dire que, par exemple, un annuel d'évaluation, est-ce que c'est un événement? En tout cas, aujourd'hui, pour la Cour administrative d'appel de Versailles jusqu'à présent, ça n'en est pas un. À partir du moment où c'est pas un accident, c'est un entretien annuel, c'est pas surprise, il y a un entretien annuel. À partir du moment où il se déroule normalement, c'est pas un événement à proprement parler. Alors, il y aura tout le contentieux et toute la complexité de la façon dont l'événement, l'entretien s'est déroulé. On nous dit ne s'est pas déroulé dans des conditions anormales. Bon, qu'est-ce que la normalité? On sera sur un contentieux qui sera plus un contentieux entre guillemets d'appréciation humaine que le contentieux de l'imputabilité comme on peut l'avoir aujourd'hui. On a aussi la question du lien, de l'importance d'un éventuel choc sur un état latent. Parce que vous allez voir que
on a des délais qui ne sont pas les mêmes en matière d'accident qu'en matière de maladie. Et pour les maladies hors tableau, dont la dépression, pour le coup, pendant la dépression, il faut un taux d'IPP de 25%. On reviendra là-dessus quand on parlera des maladies contractées en service. 25%, c'est énorme. C'est un taux très important. Et par conséquent, il va y avoir tendance à utiliser l'accident de service comme moyen de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une dépression à travers la notion de stress post-traumatique. Et du coup, le juge va être amené à regarder l'événement par rapport à la potentialité d'existence d'un stress post-traumatique. On a la jurisprudence de 4 novembre 2019, vous voyez, une jurisprudence assez récente de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Du coup, ça va aider notamment les réunionnais, puisque c'est votre cour d'appel. Eh bien, les difficultés relationnelles exprimées le long d'âge, la dépression liée à ça, eh bien, ça permet de s'exonérer de la qualification d'accident que l'agent a utilisé pour demander la reconnaissance. Alors, on a toujours cette notion d'existence. Une autre jurisprudence très récente du 2 avril 2020, c'est l'appréciation professionnelle, est intéressante parce que c'est des problématiques, je suis sûr que vous vivez au quotidien. Un supérieur hiérarchique qui va dire à un de ses agents, bon voilà, ce que tu as fait, c'est pas topissime, tu as pas, il fallait utiliser telle seringue plutôt qu'une autre, tu n'as pas fait le nombre de visites, tu as oublié les voies délais de recours sur les décisions, enfin bon, tu n'as pas utilisé le lève-personne, tu n'as pas utilisé les gants pour faire telle chose ou telle chose, et l'agent dit, ah ben voilà, stress post-traumatique, je suis traumatisé par cet élément, et le juge va regarder la façon dont les propos ont été adressés à l'agent et regarder, là il y a une question de preuve, et ça ne va pas être facile, sur le caractère, encore une fois, anormal, violent, insultant, humiliant, susceptible de constituer un événement traumatisant à l'origine direct des troubles. Donc, voilà, dans ces cas-là, si on n'a rien de traumatisant, eh bien, cette altercation, cet échange ne pourra pas être qualifié d'accident. Ce sont des questions qu'on retrouve déjà au régime général de la sécurité sociale. Simplement, au régime général, on a une interprétation qui n'est pas forcément la même que le juge administratif, mais il faudra être attentif à l'évolution de cette jurisprudence. Alors, les moyens de recueil de ces éléments, c'est l'enquête administrative. Et là-dessus, l'employeur est assez libre, même très libre, sur les modalités de mise en œuvre de l'enquête administrative pour identifier les conditions de l'événement. Vous avez parlé de faute de l'agent. Est-ce que c'est un moyen de refus de reconnaissance de l'imputabilité? Alors, pas tout à fait. Pas la faute en tant que telle, c'est la faute personnelle du service. Alors, ça, c'est une notion extrêmement compliquée. Elle a été définie par Édouard Laferrière, vice-président du Conseil d'État à la fin du XIXe siècle. Alors, il y a un côté un peu poétique, mais c'est la faute qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences. Alors, ça a un peu évolué, mais disons que c'est un comportement soit intentionnel, complètement détaché du service, soit la faute d'une très grande gravité. Il faut vraiment que ça soit gravissime. C'est-à-dire que le simple fait de ne pas respecter une consigne de sécurité n'entraîne pas nécessairement un refus d'imputabilité. C'est rare comme motif. Pardon ? Ça doit être assez rare comme motif. C'est très très rare, ce motif-là, parce que il faut quand même avoir un comportement fautif très très grave pour pouvoir refuser l'imputabilité. Il faut qu'il voilà, il y a l'exemple, je prends un véhicule de service et je conduis complètement sous à un contresens sur l'autoroute et j'ai un accident. Bon voilà, là on est clairement dans la faute d'une particulière gravité. D'accord. Il y a d'autres motifs d'ordre administratif qui peuvent être invoqués? Alors, oui, et ça c'est plus fréquent. Donc c'est tout ce qui est circonstances particulières nature à détacher l'événement du service. Donc c'est, alors là encore, on a de la jurisprudence sur l'altercation. Une altercation entre agents,
quel est le motif de l'altercation, d'où l'importance de l'enquête, quel est le motif de l'altercation. Alors, avec une jurisprudence très subtile, hein, c'est si c'est une altercation sur des problématiques qui sont étrangers au service, hein, les partages du gain du PMU de la veille, c'est détachable du service. Si, par exemple, c'est lié à l'environnement professionnel, fenêtre ouverte, clim, tout ça, là, on est quand même, hein, dans l'environnement du service. Puis ensuite, on a les comportements complètement du service. Hein. Un exemple d'un agent énervé qui va taper dans un meuble et qui se blesse à cette occasion-là. Bon, là, c'est clairement détachable du service. Et là encore, hein, c'est l'enquête administrative qui permettra de justifier ce refus. Et si je me souviens bien, il y a aussi des motifs médicaux pour refuser l'imputabilité qui sont possibles. Oui, tout à fait. On a les doutes médicaux, hein, qui sont la question du lien. Donc, la premier type de doute médical, c'est justement la pathologie est à l'origine de l'événement, ou que la pathologie est complètement indépendante, hein, de l'événement. Et là, pour le coup, hein, c'est le médecin agréé, puis après la commission de réforme, mais c'est le médecin agréé qui va avoir une importance dans l'appréciation de ce lien. Très bien. Là, a priori, vous avez dressé l'ensemble des explications de procédures, de motifs sur le sujet qui nous intéressait aujourd'hui. Est-ce que vous avez des compléments à apporter là pour terminer cette présentation? Non, moi c'est ce que je voulais dire pour l'instant. On va pouvoir passer aux questions. J'en ai vu pas mal défiler, j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Et bien, on va